Donc, je vais vous parler de l'énergie contagieuse du cinéma. J'aime m'asseoir à ma table de travail au matin, pleine du souvenir d'une émotion esthétique qui m'a traversée la veille au soir en regardant un film. Du souvenir précis de quelques plans, de la mémoire confuse et trouble, de la puissance d'une fable cinématographique. Cette émotion esthétique est une stimulation. Elle attise mon désir d'écrire. C'est un peu comme un relais qui s'opère alors, comme un bâton de relais. Cette beauté dont on a ressenti les effets comme spectateur, on voudrait à son tour en fabriquer un peu, c'est ça, essayer de fabriquer de la beauté à travers les phrases qui viennent sous les doigts, le martèlement de la pulpe des doigts sur les touches, le petit travail physique et manuel que c'est aussi d'écrire, l'investissement de son corps dans l'espace, avec l'esprit encore engourdi de sommeil, dans un cocon doux où flotte le souvenir des beautés vues la veille. Ce que j'écris alors n'a en général aucun rapport avec le film. Je ne parle pas ici d'influence, mais de contagion des énergies. Je parle de quelque chose d'irrationnel et de presque magique, comme si un peu de l'énergie créatrice qui a été nécessaire à l'élaboration du film se transmettait à moi. Pour écrire, j'ai besoin d'être dans un certain état, j'ai besoin de stimulants divers, mais qui tous opèrent d'une manière chimique, chacun à leur manière. Café, cigarette, un peu moins maintenant, quelques livres posés sur ma table de travail et qui m'accompagnent comme des parrains. Ce qui me stimule alors dans leur présence peut être aussi bien l'idée des beautés du texte qu'ils contiennent que leur présentation matérielle, une couverture avec la photo couleur sable d'une route embuée de chaleur où roulait un camion, par exemple, au moment de l'écriture de Journée américaine, et cette persistance d'une émotion esthétique produite par la force des cadres, le travail de la lumière, la puissance des plans. Le genre de petite exaltation, et oui, que la beauté produit en moi, comme la force d'histoire qui brasse des affects troubles et qui ranime des choses enfouies et déclenche le mouvement d'écrire. Stimulant immédiat ou différé d'un jour de l'écriture, les films viennent aussi déposer dans ma mémoire, dans notre mémoire, des images qui s'y mêlent à toutes celles dont se compose mon expérience, notre expérience. Certaines, peut-être, resteront bien référencées, rattachées à tel ou tel film auquel elles appartiennent, mais la plupart vont se fondre avec le reste, les images des lieux réels que je traverse, les images que je feuillette, que je consulte sur un ordinateur, celles aussi que j'invente en lisant, pour venir grossir ce terreau trouble à partir duquel se construisent les mondes de fiction. C'est dans cette glaise de souvenirs indistincts que se façonnent les mondes qu'on invente. Parfois, on fait entrer dans le roman un lieu précis, je vais y revenir, et même parfois où l'on a enquêté. Mais pour beaucoup, les objets qui apparaissent dans un roman, les décors, les espaces, tout ce que j'y invente, ce que je pense y inventer, est traversé de souvenirs inconscients, parmi lesquels les souvenirs de films prennent évidemment leur place. Si bien qu'il m'est arrivé de faire cette expérience étrange, de revoir un film et soudain de reconnaître, comme font les Américains, de reconnaître le décor d'un de mes romans. Récemment, la maison d'Anthony Quinn, dans le western Last Train from Gun Hill, dont le décor chargé et les trophées de chasse, ces têtes d'animaux qu'on appelle aussi des massacres, et celui du père de Linda Byrne dans Journée américaine, décor qui a obsédé son frère dans son enfance. La maison qu'occupe le truand auquel Kirk Douglas rend visite dans La Griffe du passé de Jacques Tourneur, que j'ai revu il y a un mois, est, tiens, je me suis exclamée en la revoyant, celle de McCain, le parrain de Cannon Beach, dans le roman que je viens de terminer et qui va paraître à la rentrée, Plus rien que les vagues et le vent. Le film est en noir et blanc, mais tout ce que j'ai imaginé, cru imaginer, de cette maison aux baies vitrées, je l'ai reconnu aussitôt comme une évidence dès les premiers plans. Stimulant par l'énergie créatrice qu'il renferme, le cinéma informe aussi mes mondes de cette façon inconsciente dont ces images, mêlées à d'autres, et qui toutes, fictionnelles ou réelles, font partie de mon expérience, dorment en moi et concourent à la fabrication des univers romanesques.
Parfois aussi, bien sûr, ce sont des lieux réels que le roman s'approprie, et j'ai alors volontiers recours aux moyens techniques de l'image. La Picardie de l'origine de l'homme, par exemple, est pour partie inventée, séquence écrite avant que je ne me rende sur place, pour partie décrite après enquête, et soit à partir de notes prises sur place ou de souvenirs de ce que j'y avais vu, soit à partir de photographies, celle d'un arbre au bord de la rivière, par exemple. Dans le récent Love Hotel, je me suis appuyée pour décrire la promenade sur les bords de la Kamogawa, qui ouvre le roman, sur des photographies que j'avais prises et devant lesquelles je regardais les quais nus, les arbres nus, ce mélange de béton et d'eau sous un ciel pâle, en me demandant ce qu'il y avait à prendre dans le mouvement de la phrase, devant un paysage en même temps aussi brut et aussi ténu. Mais il m'est arrivé une fois aussi, au moins, de filmer pour écrire. C'était sur la route 66. J'étais dans l'écriture de journée américaine, pour laquelle je venais faire une résidence dans l'Oklahoma, et j'avais emporté ma petite caméra vidéo avec laquelle j'ai filmé des portions de paysages qui bordent cette route. Ah, les travelling qu'offrent les voitures, et dont le cinéma de Jarmusch est plein. De retour à Paris, j'ai visionné ces images pour décrire certaines séquences du périple de Donovan, en particulier le passage dans lequel se succèdent le puits de pétrole, le bison, le lama. Le mouvement même de la description, qui nomme ce qui défile derrière la vitre de Donovan, y épouse la succession des images. Je pourrais parler aussi de mon goût pour la lumière. La lumière occupe une place importante dans mes romans, et il y a souvent un moment où l'on voit circuler des photons qui font leur petite vie dans l'air en accomplissant leur parcours. On sait que c'est la photographie qui veut dire écriture de la lumière, mais au cinéma, s'il s'agit de l'écriture du mouvement, la lumière est évidemment centrale. Je suis très sensible à la manière dont la lumière façonne les choses, exalte les volumes ou au contraire aplatit selon qu'elle est latérale ou non. Je peux passer de longs moments à regarder la lumière dans la vie réelle. Et au cinéma, bien sûr, je m'intéresse au travail du chef opérateur, ce qui a pu me conduire, par exemple, dans l'origine de l'homme, à dire d'une scène qu'elle était éclairée à la Henri Alcan. Dans son article sur la cinéfiction dans Western, là aussi il faudrait dire la cinéfiction dans Western, Silvano Santini écrit de jolies choses sur la manière dont la lumière forme un lien entre les éléments dans les mondes de mes romans. Et c'est une chose dont je ne m'étais pas aperçue qu'en décrivant le trajet des photons qui circulent et qui ricochent sur les surfaces, des objets, des visages, je crée des liens entre ces différents objets et personnes qui sont présents dans un même endroit. La lumière est aussi un véhicule d'émotion, et en particulier parce qu'elle est liée au cycle du jour, à la question du commencement, de la naissance, on dit bien la naissance du jour, et Western commence sur la lente naissance du jour, comme si on allumait progressivement la lumière pour éclairer les lieux où se passe l'histoire. Donc la lumière est liée au cycle, donc à la question du commencement, comme à celle de la fin, à cause de cette difficulté qu'on éprouve toujours, je crois, au moment du crépuscule, devant ce petit combat que la lumière mourante du jour livre à la nuit qui gagne, un combat en pure perte et qu'elle continue de mener soir après soir. Un moment dont je parle souvent dans mes romans, à cause de ce petit froissement d'âme qu'on éprouve alors, ce serrement de cœur, cette peur vague. Et bien sûr, la lumière est aussi la condition des ombres, dont j'aime à décrire les mouvements, comme ceux d'un personnage attaché à vos basques et préoccupé de vous mimer en des versions grotesques de vous-même, allongées et trécies. Je parle souvent de mon admiration devant la synchronie de l'ombre, qui imite les mouvements à la seconde près. L'ombre inépuisable et comique qui nous suit presque partout et qui vient parfois doubler le corps de mes personnages, comme si elle formait un petit personnage à son tour. L'imagination que j'ai d'un roman à venir peut prendre la forme d'une lumière, d'une couleur, d'une image vague, indécise. C'était le cas pour Western. Je voyais une lumière vive se répercuter sur le sable sous un ciel bleu. Western, dont l'idée m'est évidemment venue de ma pratique de spectatrice. Je dis évidemment, car si le western a d'abord une origine écrite, je crois qu'il relève essentiellement pour nous, à présent, d'une expérience cinématographique.
Et c'est pourquoi je dois m'arrêter un peu sur ce roman, à partir duquel Silvano Santini a inventé cette notion de cinéfiction. Si western est évidemment né de l'envie d'écrire à partir d'un genre cinématographique, je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'est pas agi pour moi de commencer par recenser un certain nombre de procédés qui pourraient être apparentés à ce genre pour ensuite en chercher des équivalents romanesques, mais bien plutôt de travailler à partir d'affinités entre mon écriture, telle qu'elle s'était précisée dans l'origine de l'homme, et l'écriture cinématographique d'un Sergio Leone. Et puisque si western entretient des échos avec le western classique, il est plus proche encore d'un western à l'italienne. Mon travail a consisté à prolonger des intersections, des points communs entre ces deux écritures, à reprendre des mouvements narratifs qui trouvaient un sens neuf ou enrichi dans le contexte d'un western. Les emprunts western, j'entends par là les éléments littéralement importés dans le roman, sont plutôt des emprunts de décor. La rue principale, l'éolienne, le General Store, l'auberge, le saloon, le chardon qui roule au vent, la diligence. Mais du point de vue de la narration, il s'agissait juste de déplacer des façons d'écrire dans un contexte qui leur redonnait un sens. Pour l'essentiel, ces points communs sont le gros plan, l'étirement du temps, l'humour, le personnage aussi comme vecteur de regard. Le gros plan, la macroscopie, permet d'attirer l'attention sur des scènes minuscules qui se jouent en marge de la scène principale, comme ces arrière-plans dans la peinture italienne, où des paysans font leur moisson derrière la figure principale qui occupe la place centrale du portrait, où un cavalier passe, un promeneur. Le gros plan sur ces scènes, en apparence secondaires, sur lesquelles l'écriture, comme au cinéma la caméra, attire l'attention, est souvent une manière pour moi, dans western comme dans les autres romans, de déplacer les émotions fortes du personnage principal vers de toutes petites entités, des insectes, voire des entités inanimées. Le personnage principal est ainsi traité sur un mode pudique, tandis que les émotions fortes sont reportées sur ces entités minuscules. Dans Journée américaine, il y a ce morceau de sucre qui se regroupe sur lui-même dans la boîte à sucre, tétanisé à l'idée qu'on pourrait le choisir pour l'ébouillanter dans le café. Une façon de traiter de la peur de sa propre disparition en la mettant au compte d'un morceau de sucre. De parler de sujets graves à la condition de l'humour. Dans Western, le même genre de peur est éprouvé par les gouttes de l'eau que le cow-boy passe sur son visage et qui aspire à retourner à la vasque dont elles proviennent par crainte de s'évaporer. Au début de Western, il y a cette longue séquence sur les fourmis qui défilent dans le jour naissant et qui risquent de se faire massacrer par la botte du cow-boy assis sous l'auvent. Une séquence qui rappelle peut-être Sam Peckinpah encore plus que Sergio Leone. La fonction d'une telle scène, alors que les pensées du cow-boy sont encore engourdies, que le jour lentement se lève, est aussi, outre le plaisir propre à la macroscopie, outre le jeu sur cette petite épopée des fourmis, de développer, à partir de ces corps infimes qui traversent le champ et qui risquent d'être massacrés, cette idée que la violence n'est jamais loin. Il y a quelque chose comme un effet d'annonce du dénouement violent. La menace qui plane sur les fourmis qui courent sous l'auvent dit en petit la menace qui plane sur les individus qui traversent l'espace du western. L'étirement du temps, la dilatation, est à la fois un luxe de la narration, quelque chose qui a pour moi à voir avec le plaisir du récit, et une façon de laisser résonner toute la complexité de chaque instant. Dans Western, cet étirement prend un sens particulier par l'écho qu'il entretient avec la lenteur avec laquelle Sergio Leone filme ses scènes. C'est au travers de cette lenteur même que ces personnages sont tendus vers une résolution violente. Le western ne m'intéressait pas seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons thématiques. Le héros de western, souvent mutique, porte presque toujours en lui un traumatisme, une histoire enfouie, cachée. Une histoire souvent révélée à un moment du film, mais parfois non, parfois seulement flottante. Surtout, c'est un héros qui semble condamné à l'errance, qui s'arrête quelque part et puis en repart. Combien de westerns se terminent sur ce nouveau départ du héros, dont la silhouette s'amenuise vers l'horizon. En ce sens, le cow-boy me paraissait constituer un archétype, une figure qui pouvait illustrer un complexe dont mes amis et moi étions un certain nombre à être affectés.
cette nécessité de reprendre son cheval, de passer d'une histoire à une autre, cette incapacité à fonder une famille. Western ainsi mettait en scène ou transposait une figure sociale contemporaine, années 80, avatar masculin de la femme libérée des chansons de ces mêmes années. Un modèle sur lequel un certain nombre d'entre nous se sont construits et dont le cow-boy fournit un équivalent. Je peux même aller plus loin en disant que le cow-boy incarne précisément l'articulation entre l'incapacité à fonder une famille et le traumatisme. Ce qui m'amène à dire quelques mots sur Western comme un roman de deuil. J'ai souvent dit qu'étant d'origine italienne, portant un nom italien, je ne pouvais qu'écrire un western à l'italienne. Cette boutade n'en était pas tout à fait une, car pour moi, écrire western avait aussi un lien avec écrire un roman des origines. Western est aussi pour moi un roman de deuil. Je me rends bien compte que cette dimension est très enfouie, peu perceptible. Et tant mieux pour les lecteurs qui ne voient dans Western que sa dimension ludique, c'est qu'ils vont bien. Je n'ai jamais voulu affronter directement la question des deuils dans l'écriture, à cause de la douleur trop grande qui m'en empêche, comme à cause du fait que cela impliquerait d'autres personnes que moi et que je ne me sens donc pas autorisée à le faire. Mais aussi parce que j'ai besoin de l'humour et que je m'imagine que le lecteur aussi en a besoin. Je ne peux pas lui livrer seulement un bloc de chagrin ou de mélancolie. Il me semble que là où le lecteur trouvera du plaisir, ce sera précisément dans cette rencontre de contraires, dans cette petite bataille que se joue sans cesse humour et mélancolie dans mes romans, dans cette rencontre dynamique de l'humour et de la mélancolie. C'est pourquoi aussi j'invite mon lecteur, par identification avec le personnage principal et avec le monde du roman qu'il lit, à se déguiser en cow-boy, ou dans Journée américaine, en américain montant dans sa voiture pour entamer une road story, ou dans L'évaporation de l'oncle, en japonais en kimono. Ces déguisements ont pour moi cette fonction de me permettre de traiter de sujets graves sur le mode du « on joue à être », un cow-boy, un japonais en kimono, etc. Western parle de deuil, de traumatisme, de mort violente des membres de sa famille, de vengeance et de réparation. L'évaporation de l'oncle parle de fugue, de comment faire avec la disparition des autres, comme avec ses propres pulsions de fugue. Les deuils, les pulsions de fugue, la disparition, ce sont malheureusement des choses dont nous faisons tous l'expérience. Mais en endossant ces déguisements, nous allons pouvoir revivre nos chagrins sur le mode du jeu. Le western, la road story, le Japon ancien permettent de les retraiter dans un monde fantasmé dans lequel le lecteur peut éprouver du plaisir à reconnaître des éléments qui lui sont en même temps étrangers et, grâce au cinéma, familiers. Le plaisir de ce dépaysement adoucit et oriente cette façon dont il pourra alors laisser s'agiter en lui des émotions dont il ne reconnaîtra pas forcément les causes et dont il pourra rejouer son expérience de manière plus ou moins consciente, mais aussi largement inconsciente, en passant sur ses chagrins le baume de la fiction. André Bazin, dont j'avais tant entendu parler, mais que je viens seulement de lire, il était temps, dit des films qu'ils sont comme des momies du mouvement. Il place la pratique de l'embaumement à l'origine des arts plastiques et parle, à propos de la peinture et de la sculpture, de complexe de la momie. Cette pratique égyptienne qui consiste à fixer les apparences d'un être et qui est comprise par Bazin comme une défense contre le temps. Le portrait, dit Bazin, exorcise le temps. Il s'agit, dit-il encore, d'avoir raison du temps par la pérennité de la forme. Et de cela, la photographie puis le cinéma prennent le relais. La photographie, je cite, embaume le temps, elle le soustrait à sa propre corruption. Et le cinéma est comme un achèvement de ce geste d'embaumement. Bazin écrit « Le film ne se contente plus de nous conserver l'objet enrobé dans son instant. Pour la première fois, l'image des choses est aussi celle de leur durée et comme la momie du changement. » L'écriture a aussi à voir avec cette tentative éperdue de retenir ce qui se délite et menace disparition. Dans un petit texte un peu ancien où l'on me demandait de parler de mon rapport à l'écriture, j'avais comparé l'écriture à la photographie spirit, dans laquelle, essentiellement par un jeu sur les temps de pause, le photographe prétendait saisir des esprits,
dont la petite forme voilée, fluide et blanchâtre venait hanter les scènes. J'associais ce geste, représenter des spectres, tenter de les retenir, à cette dimension de nostalgie d'un âge d'or qui flottait sur mes premiers romans, de sorte que l'écriture, en même temps qu'elle ne cessait de parler de la perte, s'efforçait de retrouver quelque chose des mondes perdus. Mais la photographie spirit est truquée. Elle sait que ce ne sont pas des fantômes dont elle dessine les formes floues, évanescentes. Elle ne produit qu'un effet fantôme. C'est donc bien plutôt de cinéma qu'il faudrait parler. Pas seulement parce que l'écriture est mouvement, pas seulement à cause de ce flux d'images en quoi consiste la lecture, de cette façon dont, ravivant les signes lyophilisés de la page, le lecteur en redéploie les virtualités, le lecteur qui, bien sûr, se fait son petit cinéma, le lecteur qui, fabriquant ses images intérieures, se fait son film, mais au même sens où le cinéma s'efforce de retenir ce qui s'enfuit. Retenir les fantômes, c'est ce que l'écriture et le cinéma font, s'efforcent de faire. Conserver une trace fluide, changeante, fragile de ce qui a été. L'écriture fluide et mobile, comme la succession des images cinématographiques, est plus fragile encore de ce qu'elle se transforme constamment dans sa réception, qu'elle est par nature changeante, chaque lecteur fabriquant son propre lot d'images fluides. Mais ces fantômes dont, parfois consciemment, parfois inconsciemment, l'écriture conserve la trace mémorielle, viennent à leur tour hanter l'esprit du lecteur. Ils passent, translucides, fragiles et démunis comme sont les spectres, puissants comme sont les spectres, envoûtants, dangereux parfois, et pourtant impalpables, généralement méconnaissables. Et ils sont à la fois la solution que nous avons trouvée pour pallier la perte et son rappel, à la fois ce qui ravive la sensation de cette perte et le moyen inespéré de conserver ce quelque chose, flou, frêle, précieux, que l'écriture, comme l'image cinématographique, éperdument retiennent de ce qui a été. Une momie, mais au sens où l'entend Bazin, une momie fluide et souple, de mon expérience, les momies d'instant dont les fantômes hantent mes univers de fiction, qui ne sont créés que dans le désir éperdu de les retenir.